Merci au docteur Leperlier pour cette belle communication. J'appelle la communication suivante du docteur Jean-Philippe Billet, utilisation de la célioscopie en chirurgie digestive et obstétricale des animaux de compagnie pour 15 minutes. Merci beaucoup, merci Didier, merci à l'Académie de m'avoir invité. Donc, je vais vous faire un peu un screenshot de ce qui se passe en cellullochirurgie, en digestive et en obstétrique actuellement de ces animaux de compagnie. Donc, juste en reprenant sur PubMed, on a environ 20 ans de retard par rapport à ce qui se passe en humaine. Avec la flèche, ce sont les années 2000, hein, environ depuis 20 ans, un peu moins de 20 ans chez le chat et un peu plus de 20 ans chez le chien, le début des cellullochirurgies chez l'animal de compagnie. Avec tout d'abord donc mes mentors, David Tweed de l'Université de Colorado, mais il a commencé à l'AMC à New York. Donc, c'est un interniste, un médecine interne qui en ayant marre d'attendre les anesthésistes pour aller en chirurgie et demander aux chirurgiens de faire des biopsies, a décidé de sédater ces animaux et aller de regarder à l'intérieur pour prendre des biopsies de foie. Et donc, je remercie David Tweed. Ensuite, en dessous, vous avez Clarence Rawlings d'Athènes, de l'Université de Géorgie aux États-Unis, qui a aussi développé donc la cellullochirurgie. Et puis, évidemment, notre Français américain, Éric Monet, qui, dès 2003, a créé la société, la VES, Veterinary Endoscopy Society, pour donc promouvoir la chirurgie mini-invasive et a commencé les premiers cours de cellullochirurgie au Colorado dans les années 2000. Les premières chirurgies vraiment standardisées ont été évidemment la stérilisation par l'ovarectomie donc des animaux. Et ensuite, il y a eu plutôt des chirurgies assistées par la célioscopie, comme l'oreillostérectomie ou la gastropexie. La gastropexie, donc c'est relativement simple. On a commencé par la faire de façon assistée. Donc vous voyez un trocar, là, donc vous avez gonflé votre abdomen, vous avez un trocar qui rentre en latéral, et là on va pouvoir passer une pince de Babcock, aller chercher notre entre pylorique, aller la coller à l'estomac, et on va ouvrir parallèlement l'abdomen, et on va aller pexier la paroi de l'estomac aux muscles de l'abdomen pour réaliser une pexie, pour empêcher l'estomac de se retourner pour notre grand syndrome, le syndrome dilatation d'estomac des grands animaux en médecine vétérinaire. Donc ça, c'était une chirurgie assistée. Voilà, on va tirer avec la pince de Babcock et on va pexier, mais de façon externe. On va ouvrir la peau et ensuite l'abdomen pour pexier la paroi à l'abdomen. Et il n'y a aucun déficit de transit suite à cette chirurgie. Et ensuite, on a eu donc ces fameux fils crantés, hein, et puis ces magnifiques porte-aiguilles dignes d'une couturière de l'an 2000, où on a pu pexier directement, entièrement sous cellullochirurgie, l'estomac à la paroi abdominale avec ces fils crantés. Généralement, on recommande de faire ces gastropexies sur les grandes races lors de la stérilisation, quand l'animal a environ un an, par exemple les dogs allemands, les grands bergers et toutes ces races qui sont prédisposées à la tension de l'estomac. Et donc, on a des études qui nous montrent que cette pexie est sûre, hein, elle est sûre dans le temps, ça ne va pas se défaire. Il va y avoir une anastomose, une fibrose permanente entre la paroi abdominale et l'antre pylorique de l'estomac. On va pexier donc du côté droit. Et donc, voici donc l'article de Jeff Runge, aussi un des pionniers de la cellullochirurgie, prouvant que ça marche. Ensuite, on va utiliser, contrairement à ce qui se passe en humaine, je pense, donc beaucoup pour faire des biopsies, toujours des biopsies de foie. C'est peu invasif, on a besoin d'anesthésie, mais on sait qu'on va avoir suffisamment de matériel pour avoir un diagnostic de certitude. Et puis, on va pouvoir voir d'autres organes. On va utiliser des pinces à cupules de 3 ou de 5 millimètres. Et on va passer nos pores et on va, là par exemple, c'est un foie cirrhotique. On va aller faire nos biopsies. Donc non seulement on va faire les biopsies au niveau des extrémités des lobes, mais aussi au centre des lobes hépatiques pour avoir une représentativité de la pathologie. Vous voyez aussi une acide due à sa cirrhose. Donc, on va être sûr d'avoir une quantité adéquate, contrairement aux biopsies qu'on peut faire sous écho guidé, où la quantité ne sera pas adéquate pour avoir
un diagnostic de certitude et pour rechercher des pathologies, des surcharges au niveau de cuivre chez certaines races de chiens. Voici les biopsies. D'après donc l'American College de vétérinaire de médecine interne, il faut au minimum 5 échantillons de biopsie laparoscopique ou chirurgicale de moins 2 lobes du foie pour avoir un diagnostic de certitude. Et vous retrouvez dans ce papier, évidemment, David Tweed, un des pionniers qui a commencé à publier dès 1977 ces cas de biopsie hépatique quand il était allé à l'American Medical Center à New York. Et puis, on peut aussi ponctionner la bile sous cystoscopie en utilisant, on va utiliser une aiguille spinale, généralement pour biopsier pour prendre de la bile, vider entièrement la vésicule biliaire pour l'envoyer en culture. Et le but est de vidanger entièrement la vésicule biliaire pour éviter des fuites qu'elle se répare avant qu'elle se regonfle. Alors, qu'est-ce qu'on fait autrement? On peut faire beaucoup plus rarement des biopsies pancréatiques. On peut bien examiner le pancréas. Vous avez le lobe droit du pancréas le long du duodénum. En soulevant le duodénum, on va trouver le corps du pancréas qui va être à droite. Et on va pouvoir donc examiner et biopsier ce pancréas. Et quand on va descendre un peu plus là dans la portion montante, on va commencer à voir le lobe gauche du pancréas, parce que les lobes des chiens et du chat ont 2 lobes, lobe droit et lobe gauche. Et on va pouvoir les biopsier ce pancréas pour rechercher des lésions, des tumeurs, des infiltrations diverses et variées. Mais c'est beaucoup plus rare dans notre quotidien que les biopsies hépatiques. Là, par exemple, c'était un chien qui avait fait une pancréatite et qui avait des problèmes de diarrhée. Et évidemment, suite à sa pancréatite, il nous a fait une fibrose de tout le pancréas et on va trouver uniquement un fantôme de pancréas, le pancréas entièrement fibrosé. Et maintenant, il est en insuffisance pancréatique exocrine secondaire à sa pancréatite chronique qu'il a fait quelques mois plus tôt. Donc, on voit un pancréas qui est extrêmement atrophié. On va avoir le diagnostic évidemment par les examens biologiques et par la biopsie. Vous voyez, il y a un pancréas qui n'existe plus. On n'a que le fantôme du pancréas, le fantôme, mais l'animal n'est pas diabétique, le fantôme d'un pancréas exocrine. Et de faire des biopsies de pancréas sur animal sain et sûr. Et on n'a pas de morbidité spécifique et pas de changement au niveau des paramètres sanguins. Et puis, on est, je pense, assez en retard sur toute la chirurgie purement digestive, c'est-à-dire enfin, du tube digestif, où on va avoir essentiellement des chirurgies assistées. Donc, où on va faire en fait un trou plus petit, on va mettre des écarteurs, on va ressortir le tube digestif par un trou plus petit, faire notre chirurgie et remettre à l'intérieur, mais on ne va pas réaliser en médecine vétérinaire d'anastomose uniquement sous laparoscopie, d'anastomose de résection. Ça ne se fait pas. On va on va faire des chirurgies assistées où on va aller prélever dans l'abdomen le morceau de tube digestif, mais on va faire toutes ces chirurgies en fait en extracorporel. Donc, je pense qu'on est un peu en retard par rapport à la médecine humaine. Pareil on peut retirer des rats, mais la rate étant relativement grosse, il va falloir ouvrir l'abdomen, mettre par exemple un écarteur d'Alexis, comme vous voyez sur la photo en bas, pour retirer la rate. Ça va être compliqué. On a des pathologies de tumeurs de la rate avec des énormes tumeurs qui sont extrêmement friables. Évidemment, c'est une contre-indication parce on risque d'avoir une effraction des tumeurs et une dissémination péropératoire de ces tumeurs spléniques. Donc, c'est relativement limité pour le retrait de la rate. On va pouvoir retirer donc des lobes du pancréas sous laparoscopie pour évidemment la principale tumeur, donc ce sera avec l'insulinome du chien ou du chat, avec donc dissection soit du lobe droit, soit du lobe gauche du pancréas, et on va pouvoir les retirer sous célioscopie. Et puis une chirurgie qui s'est extrêmement bien développée, c'est le retrait de la vésicule biliaire. C'est très intéressant. On va pouvoir sélectionner donc des cas qui vont être plus à même d'avoir des cholécystectomies sous célioscopie.
On peut faire la dissection de la vésicule biliaire. Au début, on la faisait en sous-capsulaire. Donc, on ouvrait la capsule de Gleason et puis on allait disséquer la vésicule biliaire. On avait un peu de parenchyme hépatique à nu et donc des hémorragies qui généralement sont contrôlables. Vous voyez, on voit des hémorragies. Je vais disséquer mon canal cystique pour aller mettre mes hémoclipes. Et ensuite, on va peler cette vésicule biliaire de la fosse hépatique. Donc, c'est ce qu'on faisait tous régulièrement. On va voir donc la dissection. Est-ce je ne sais pas si je peux avancer. Voilà. Et voyez, on va être quand même assez traumatisant sur le parenchyme hépatique, avec des risques d'hémorragie, mais qui restent relativement minimes, mais qui peuvent être perfectibles. La perfection est venue du Japon. La perfection est venue d'Hiro Kanai, un très grand chirurgien de la ville privée, de la ville d'Himeji, hein, où il y a un fabuleux château japonais, qui travaille avec le groupe d'Humaine de gastroentérologie, avec les problèmes en humaine de fuite, d'hémorragie et de fuite de canaux biliaires au niveau de la fosse hépatique. Et bien, ils ont développé une technique de dissection sous séreux de la vésicule biliaire. Donc, ils vont passer dans la séreuse de la vésicule biliaire pour pouvoir éviter ces problèmes de saignement et d'endommagement donc des canaux biliaires. Et donc, une fois qu'ils ont décrit cette technique en humaine, eh bien, l'humain a servi d'exemple pour pouvoir l'appliquer à l'animal. Donc, l'humain a été le cochon d'Inde du chien, pour une fois. Et donc, il faut remercier donc, Hiro Kanai, un fantastique chirurgien. Donc, vous voyez, à gauche sur le schéma, et on va disséquer en sous-séreux, on va laisser la séreuse de la vésicule biliaire dans la fosse hépatique pour avoir une dissection vraiment sans une goutte de sang. Voici une partie d'une vidéo donc, du docteur Kanai. Donc, il va commencer par disséquer sa vésicule biliaire et ensuite, il disséquera euh, son canal, euh, son canal cystique. Donc, vous voyez, il va ouvrir, enfin, on ouvre la séreuse. Vous voyez, vous n'avez pas de sang, rien du tout. Et on va pouvoir disséquer entièrement la vésicule biliaire. La principale pathologie où on va utiliser, ça va être la mucocèle. Nous avons énormément de mucocèle biliaire. C'est la première chirurgie de la vésicule biliaire, même du système biliaire chez le chien. La mucocèle biliaire, et là, elle va vérifier la perméabilité de son canal cholédoque. Au Japon, c'est essentiellement chez des chiens toy. Tous les caniches français sont rendus en Asie, hein. Un chien sur deux est un caniche français. Et donc, ils ont énormément donc, de pathologies de mucocèle biliaire. Il les diagnostiquent à l'échographie avant qu'ils soient vraiment cliniques. Et ils vont pouvoir retirer préventivement la vésicule biliaire pour éviter qu'elle éclate par la formation de cette mucine à l'intérieur de la vésicule biliaire de la maladie de la mucocèle biliaire de l'animal. On va aussi pouvoir faire des colopexies, donc accrocher le côlon. On va l'accrocher donc du côté gauche de la paroi abdominale. Et là, ça va être pour une réduction suite à un prolapsus rectal. Donc, on peut le faire aussi sous célioscopie. Il y a eu donc quelques papiers qui nous viennent de Chine. Donc, on va prendre le côlon, on va bien le tirer et l'anastomoser, pareil avec un fil cranté. Là, on peut scarifier la séreuse et la musculeuse du côlon pour ensuite passer notre fil cranté pour accrocher le côlon à la paroi abdominale gauche pour éviter la récidive du prolapsus du rectum. Donc, on va pareil inciser un peu pour favoriser l'anastomose entre le côlon et la paroi abdominale. Et puis, plus récemment, on va pouvoir aussi réparer les hernies hiatales, mais on sort un peu du problème digestif. Au niveau obstétrique, la première chirurgie, ça va être l'ovariectomie. Donc, on va pouvoir très classiquement, sur les animaux de toute taille, hein, que ce soit le chihuahua ou le dog allemand, faire des cystoscopies pour aller retirer donc les ovaires. Traditionnellement, donc en France, nous sommes un pays latin, nous retirons que les ovaires. Les Américains, les Anglo-Saxons, eux, vont faire des ovariocystérectomies.
mais il n'y a pas de différence au niveau des pathologies sur ce qu'il faut faire. Donc, on va plutôt privilégier sous cystoscopie l'ovarectomie. Ça nous évite de faire un troisième trou pour retirer l'utérus. Et on va pouvoir très facilement, avec la fusion tissulaire qui a été inventée, faire des stérilisations sous cystoscopie. Ça, c'est vraiment notre quotidien. Il y en a tous les jours. C'est la chirurgie la plus courante que nous faisons en laparoscopie. Le temps tourne. Donc, avec la fusion tissulaire, on va couper tout ça. Et puis, on va retirer le problème, c'est de retirer l'ovaire est généralement plus gros que le trou de cystoscopie. Donc, on est obligé de retirer le procace, on ne peut pas retirer l'ovaire. Aussi très intéressant pour aller chercher les rémanences ovariennes. Quand une stérilisation a été un peu ratée, il y a un morceau d'ovaire qui est resté, on peut aller le rechercher sous cystoscopie. C'est extrêmement satisfaisant parce qu'on va évidemment avoir une magnification des organes et donc voir beaucoup mieux les rémanences ovariennes qu'en chirurgie ouverte. On peut retirer l'utérus. Là, il va falloir faire un trou au niveau caudal pour aller rechercher donc les cornes utérines et puis aller jusqu'au corps de l'utérin et finir l'ovariocystérectomie par une chirurgie extracorporelle. Aussi extrêmement facile, aller chercher donc des testicules ectopiques. Pareil, très commun comme chirurgie, testicules ectopiques, quand ils sont dans la paroi abdominale, eh bien, c'est très facile d'aller les chercher sous cystoscopie, beaucoup plus facile, beaucoup moins de complications que les faire en chirurgie ouverte. On va avoir une magnification de la visualisation. On va pouvoir suivre le cordon spermatique, aller caudalement au rein et retrouver donc, le testicule perdu qui n'est pas descendu dans le scrotum. On a fait, alors là, vous voyez mon ancien moniteur des années 2000. On a fait aussi des inséminations sous cystoscopie, où alors en fait, on allait chercher l'utérus et pareil avec des aiguilles spinales, on allait piquer à l'intérieur de la corne utérine pour ensemencer donc les deux cornes utérines pour avoir plus de fertilité chez les chiennes de reproduction. Et ça a été décrit déjà par nos amis brésiliens. La chirurgie, donc la note, donc pour nous note, c'est à travers les organes creux, donc une chirurgie transvaginale. En humaine, on le fait aussi par l'ombilic. Ça a été décrit en vétérinaire, mais on l'utilise pas beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'évidemment, les animaux sont beaucoup plus poilus que nous. Il y a moins de problèmes de cosmétiques, sauf sur le chat nu ou le chien nu du Mexique, mais on en a quand même très peu. La 3D, la 3D commence à arriver sur le marché vétérinaire et pour l'instant, il n'y a pas d'avantage. Alors évidemment, c'est le balbutiement des colonnes 3D. On n'a pas vraiment d'avantage dans la mise en place de ces colonnes 3D. Donc, c'est à suivre. On a un premier papier, mais c'est le seul pour l'instant qui est sorti sur les colonnes de cystoscopie 3D par rapport au 2D qu'on utilise. Et puis, il y a la chirurgie robotique, comme on a parlé un peu mon collègue. Vous avez donc la première publication sur le futur de la médecine de la chirurgie vétérinaire par Nicole Buot, une Américaine, qui, dans le Vet Clinics of North America du mois de mars dernier, donc il y a 2 mois, ça y est, c'est sorti. Est-ce que quel est le futur de la chirurgie robotique en médecine vétérinaire? Eh bien, c'est dans cet article, on commence à s'intéresser, avec un premier article sur la chirurgie de l'adénocarcinome prostatique chez un bouvier bernois, décrit par l'université donc de Gand il y a déjà 4 ans. Et puis, l'équipe de Nancy, avec Nguyen Tran et Jérôme Maire et Nicole Buot, qui travaillent sur la modélisation des chirurgies robotiques pour la prostatectomie ou pour la cholécystectomie. Merci. Une question. Voilà. Est-ce que vous avez un micro? Ah oui, parce que... Oui. Merci infiniment pour cette présentation vaste, passionnante, complète.
qui, de ma part, amène questions et commentaires, pardonnez-moi. D'abord, la question, pour être plus clair. Vous montrez quasi exclusivement des instruments réutilisables, d'une part, que nous partageons, dont nous partageons les utilisations. D'autre part, vous ne faites aucune allusion aux possibilités d'agrafage, c'est-à-dire de l'utilisation d'autres instruments qui nous sont familiers et qui pourraient vous être familiers. Et je note bien que votre exposé traite de l'animal plutôt domestique. Voilà. Donc là, c'est pour les questions. J'aurais beaucoup d'intérêt à vous entendre. Pour le commentaire, c'est bien l'endroit de le faire. Nous sommes à Paris. La chirurgie vétérinaire a connu son premier congrès européen à Versailles en 1998. Et le docteur Perrin, qui était l'associé d'un très célèbre chirurgien équin dans la vallée de Chevreuse, avait déjà fait réaliser par une entreprise franco-française dont la fabrication est toujours à Bourbon-l'Archambault, dans le centre de la France, dans le pays bourbonnais, des instruments. Alors, je m'étais beaucoup intéressé en tant que chirurgien pédiatre, que je suis resté toute ma carrière, et exclusivement, bien sûr, dès le début, non seulement à la cœlioscopie, mais à l'adaptation d'instruments, vos patients qui sont parfois des petits patients, et les nôtres qui sont toujours des petits patients. Donc j'avais pris un contact étroit avec la clinique du docteur Perrin et du célèbre son maître. Enfin, ensuite, Perrin a fait toute sa carrière vers Brie-Contre-Robert dans une clinique équine. Et j'ai participé à un certain nombre d'interventions donc chez le cheval, y compris des ovariectomies. Et là, j'étais moniteur pour ces ovariectomies. Si je fais ce commentaire, c'est pour dire que la France, dans la fabrication d'instruments, et en particulier de petits instruments, a été leader mondial. Je dis bien mondial. Que, par exemple, des instruments que nous avons mis au point chez Microfrance à l'époque ont été copiés aux États-Unis, mais depuis, les États-Unis ont racheté Microfrance, Medtronic, puis Integra a racheté Medtronic, qui est aujourd'hui Integra. Mais que tous les instruments réutilisables, presque tous, fabriqués sous l'égide d'Integra, sont fabriqués dans le Bourbonnais, à Bourbon-l'Archambault, là où Manès, Brua, Mouret ont collaboré pour faire naître la révolution cœlioscopique proclamée par Dubois dans la fin du XXe siècle. Voilà, mon commentaire est un peu trop long, mais c'est pour rétablir notre drapeau et maintenir ma question quant à l'agrafage et quant aux instruments réutilisables ou pas, etc. Alors, l'agrafage, on l'utilise surtout en thoracoscopie. Pour les lobectomies pulmonaires, c'est le quotidien. Mais en chirurgie digestive, on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas, on ne fait pas d'anastomose intracorporelle. On fait tout en extracorporel, avec de l'agrafage extracorporel. Mais on ne fait rien en intracorporel, parce que nous, il y a un morceau de caca qui tombe dedans, c'est une catastrophe. Donc, on fait tout en extracorporel. Personne ne fait d'anastomose intra-abdominale sous cœlioscopie. On ne va pas retirer un lobe, les lobes hépatiques, on pourrait les retirer avec de l'agrafage, mais il faut les disséquer au niveau du hile. Et nous, on a 8 lobes, donc ça va être compliqué. Donc, on n'a pas l'agrafage est compliqué pour l'abdomen. En thoracique, on fait ce qu'on veut. Le hile splénique? Le hile splénique, oui, mais le problème, c'est la rate, ben, nous, elle est comme ça, quoi. On va ouvrir beaucoup plus gros que la retirer, puis on va la retirer uniquement quand il y a une masse, et la masse, il ne faut pas la toucher, sinon elle explose. Donc, c'est assez compliqué pour l'agrafage. On va utiliser plein d'hémoclips. Et puis maintenant, c'est pas pour le vasculaire, on va retirer des surrénales. C'est aussi énormément été développé pour la surrénalectomie parce on va magnifier, on va bien voir donc, nos veines et artères phrénico-abdominales. Donc ça, c'est très intéressant. Mais en digestif pur, on est pour l'instant très limité. Très, très limité. J'étais au congrès de Versailles. Je connais très bien Perrin. Je connais
son collègue que j'ai vu quand j'étais aux États-Unis interne, et lui venait faire les cours d'Ekin avec McIlwraith. Donc je les connais très bien. C'était le début de la. Moi, quand j'étais interne aux États-Unis, c'était le début de la célioscopie. Moi, je suis que petits animaux, donc je ne fais pas les gros animaux. Mais comme a dit Patrick, avec toutes ces chirurgies debout, la célioscopie pour faire voilà, les stérilisations donc de cheval, même d'éléphante, ou énormément dans la médecine zoologique, parce qu'on va faire des tout petits trous. Un singe, vous n'allez pas l'opérer, le singe, on ne peut pas lui faire une laparotomie, il va se détricoter. Donc, on va tout de suite utiliser donc, la célioscopie pour toute la chirurgie zoologique, pour ne pas qu'il y ait de fil et que l'animal puisse être en pleine nature sans être surveillé. Moi, je ne fais que les petits animaux, donc chien, chat. Et c'est ce que je vous ai présenté. Je vous ai présenté un peu ce qu'on faisait dans notre quotidien. Voilà, ils font beaucoup de choses en équine. Après, maintenant, on est vraiment, avec toutes ces grandes entreprises, on est de plus en plus diminué avec nos appareils, avec nos trocars, nos appareils de thermofusion. Il y a beaucoup d'acteurs en médecine humaine où on arrivait à récupérer des moniteurs comme ça, et maintenant, on n'a plus le droit à rien, en fait. Hein. Ils ne veulent pas aller sur le marché vétérinaire, ils refusent de vendre des trocars, ils refusent de vendre des pinces de Célio. Ça devient très compliqué. Il faut aller à Bourmont-l'Archambault. Merci beaucoup. Alors, Docteur Bossel. Merci. Je voulais juste rajouter là, sur la formation des vétérinaires, des jeunes vétérinaires en orthopédie. Nous, la formation des chirurgiens vétérinaires ne se font pas uniquement dans les universités, mais se font dans les centres privés qui sont agréés par le Collège européen de chirurgie. Dimitri a on appelle ça des résidents, hein, qui va former pendant 3 ans ou plus à la chirurgie vétérinaire. J'en ai dans mon équipe. Et la formation, nous, on les forme la formation informatique pour aller sur les ordinateurs, pour aller naviguer les os et pondre avec les imprimantes 3D, c'est le quotidien de nos résidents. Nous, on les sélectionne s'ils ont une fibre informatique. S'ils n'en ont pas, ils ne feront jamais d'orthopédie. Parce qu'ils ne pourront pas sortir des corridors et sortir des os. Merci beaucoup. Tout ce que je voulais rappeler. alors, Professeur Jeunet. je voulais préciser que... Ah ben non, oui. Vous avez dit que vous faisiez surtout les petits animaux, mais je voulais vous interroger sur les occlusions. Il y a des animaux qui font les occlusions, c'est ça? Tout le temps, tous les jours. Hein. Ils mangent n'importe quoi. Et donc, alors là, la célio, elle... La célio, le problème, c'est qu'il faut, quand vous avez un fil qui est coincé sous la langue du chat et qui ressort par son anus et qu'il faut aller les récupérer à l'intérieur, la célio ne va pas nous servir à grand-chose. Dès que vous allez tirer sur le tube digestif, vous allez continuer à scier l'intestin, ça va être une catastrophe. Les bézoars, non? Les bézoars, oui. Alors, les bézoars, on évite maintenant on essaye maintenant de ne plus... de pas les opérer. En fait, on va remonter les bézoars, on va les remonter dans l'estomac et puis on va aller par endoscopie les retirer dans l'estomac. Donc, on va en faire de la chirurgie du taxis. On va remettre les corps étrangers qui sont mobilisables dans l'estomac. Si ce ne sont pas mobilisables, on fait une entéro ou une entérectomie. Mais il va falloir, on ne le fait jamais en intracorporel. On fait toujours en extracorporel. On est vraiment très limité. Mais nous, les bézoars, on les ouvre aussi. Hein. Nous, on les ouvre plus. Voilà. Je veux dire, quand on ne peut pas accéder par endoscopie. Mais nous, on ouvre le ventre, on les remonte par taxis, on referme l'abdomen et puis on tire. Le président Boussari. Oui, alors, donc un grand merci pour cet exposé très brillant. Je dois préciser aussi que tu gères le service de chirurgie au CHV Atlantia et tu es également, comme Dimitri, diplômé du Collège européen de chirurgie vétérinaire. Je suis l'advisor du comité des résidents du Collège européen de chirurgie. Oui. Ouais. Donc, je suis au quotidien, avec ceux qui s'entraînent, avec ceux qui sont sur le terrain dans toute l'Europe et aux États-Unis et en Australie. Pour devenir chirurgien, je suis leur interlocuteur auprès du collège. Et à ce titre, tu voyages beaucoup d'ailleurs dans le monde entier. Oui. Tu reviens de Corée. Alors, une petite question. Est-ce que tu interviens sur des hernies hiatales ou hernies diaphragmatiques ou célioscopie? Donc, l'hernie hiatale, c'est un grand débat entre les Américains et les Français, on va dire.
Donc, le problème de la hernie hiatale, alors il y a la congénitale, on est d'accord, le Charpey, le siamois, on est d'accord. Il y a la malformative, on va dire, enfin la congénitale, mais on a les syndromes brachycéphales, donc les chiens qui ont les nez écrasés, nos bulldogs français, qui naturellement, qui a un hiatus œsophagien qui est un peu plus large. Et évidemment, quand vous ne pouvez pas respirer, vous faites rien du tout, ben, vous allez vomir votre estomac. Donc, les Américains les opèrent tous de leur nez hiatal et nous, on les opère de leur voile du palais beaucoup mieux que les Américains pour diminuer les pressions négatives. Et donc, ils font des papiers extraordinaires sur la chirurgie des hernies hiatales sous cœlioscopie. Et nous, on les opère mieux de leur syndrome brachycéphale, c'est bien qu'on n'a pas besoin de les opérer leur hernie hiatale. Il y a un petit peu un débat entre le Collège européen de chirurgie et le Collège américain de chirurgie sur ces. Mais moi, je ne le fais pas parce que je les opère bien. Non, non. Mais on a très peu de cas, en fait. On a très peu de cas de hernie hiatale qu'on va opérer. On doit en opérer une ou deux par an, donc c'est quand même très, très peu. Et l'autre question, l'hernie diaphragmatique, ça y est, on les opère sous cœlioscopie. On commence à les opérer sous cœlioscopie. Il faut juste gérer l'anesthésie, mais qu'on a des excellents anesthésistes, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.